tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. On est mardi matin, il est 9 heures et c'est votre rendez-vous pour faire le plein de caféine, mais pas que, de la bonne humeur, des bonnes pratiques et aujourd'hui un bilan de cette année 2021. Comme d'habitude, faites-moi signe en commentaire pour me rassurer sur le fait que tout fonctionne comme il faut du côté du live. Et puis après, je vous rappellerai bien sûr les petites règles d'usage. A priori, le live est lancé. Vous êtes déjà quelques-uns à être connus sur tout ça. Je vois que ma connexion n'est pas dingue. Donc, je vais me connecter en filaire dans quelques minutes. Je passerai la parole à mon invité, puis comme ça, je pourrai aller me connecter et mettre mon câble pour me rassurer sur la qualité de la connexion. Faites-moi un petit coucou en tout cas pour me dire que vous êtes bien avec nous et que tout fonctionne comme il faut. A priori, tout roule de mon côté. Je regarde quand même parce que effectivement, la connexion n'est pas folle, mais ça devrait bien se passer. Voilà. On a un petit temps de décalage, mais vous êtes très à être connectés maintenant. Voilà, je vois que les premiers messages arrivent. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous donner les petites règles d'usage. Voilà, Sybille a bien fait le taf. Pensez à bien cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour permettre à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil comme Sybille. Salut Sybille, salut Stéphanie qui nous fait un petit coucou de Paris. Stéphanie passe vraiment le bonjour à tout le monde à Paris sur l'événement de Maher et Julie. Donc, coucou à tout le monde. Salut Michael. Voilà, pensez bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif. Vite mettre mon câble parce que la connexion n'est pas folle. Et du coup, je vais en profiter pour tout de suite passer la parole à Romain. Romain, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les conseillers immobiliers, les agents immobiliers qui nous écoutent ce matin, et puis comme ça, je disparais de l'écran 30 secondes pour mettre mon câble, et comme ça, tout se passera bien. Salut Romain, en tout cas, salut. Merci Sébastien, oui, salut, bonjour à tous. Merci d'être présent pour le nouveau rendez-vous de Sébastien. Je suis content de participer à son live et à votre question, de partager avec vous un moment autour de cette expression, évidemment. Donc moi, je m'appelle Romain Cartier. J'ai une multi-casquette immobilier pour toute ma vie. Voilà. J'ai un parcours d'agent immobilier depuis bientôt 30 ans et un parcours de formateur conférencier depuis une vingtaine d'années maintenant déjà. Le temps passe vite, voilà. Et puis beaucoup de médias, vous le savez, voilà. Donc, je suis content d'être là et on va ensemble essayer de faire un bilan, comme le disait Sébastien, par rapport à cette année qui a été assez riche en événements, avec cette situation sanitaire qui ne s'arrête pas, mais des transactions qui continuent, ça c'est plutôt bien. On entend Sébastien au loin qui cherche son fil, je pense. Donc du coup, l'idée c'est d'échanger avec vous par rapport à ça, puis de regarder un petit peu les perspectives sur l'année à venir, sur 2022, mais même si on sait qu'on a peu de visibilité, parce que bien maintenant c'est vous qui est capable de donner des chiffres précis sur ce qui va se passer dans 1 an, dans 6 mois ou dans 3 mois. L'important c'est d'avancer au jour le jour avec des projets concrets et puis d'avoir envie d'aider nos clients à vendre ou à acheter leurs biens dans les meilleures conditions. Je crois que c'est surtout ça l'important. Voilà. Non, sors Seb, c'est bon? Voilà, il arrive. Ça y est, il est branché. Ça y est, c'est bon Sébastien? Écoute, j'ai rien écouté, j'espère que tu n'as pas raconté trop de... J'ai dit du coup que tu profitais de cette fin d'année pour faire tes adieux à tout le monde et à la profession. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Bon, je vois que vous êtes nombreux à être connectés. Je suis rassuré, ça devrait bien se passer normalement à partir de maintenant. Merci Romain en tout cas d'avoir pris le relais. Heureusement, alors je suis tombé sur le bon invité pour prendre mon relais parce qu'a priori il a l'habitude. Beau duo pour ce dernier Rassemblimo de l'année, on nous dit. Salut Benoît, salut Bruno. Salut Véronique. Bon, merci en tout cas de vous retrouver à tous. Salut Franck, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux ce matin pour ce dernier live de l'année. On va faire le bilan donc de cette année immobilière tous ensemble avec Romain. Sybille nous dit toujours zen. Sébastien, en façade en tout cas. Je fais de mon mieux pour le rester. Cool. Bon, en tout cas, ravi de vous retrouver tous pour faire ce bilan. Romain nous fait l'amitié de nous réserver encore à peu près une trentaine de minutes parce qu'il a d'autres engagements derrière. Mais l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à passer en revue l'ensemble de son parcours, à pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais que vous nous posiez vos questions et que vous interagissiez pendant ce live pour nous dire si vous partagez
le bilan, le constat qu'on va faire ensemble avec Romain pendant ce live sur cette année 2021 immobilière qui a été… Alors, j'ai l'impression qu'on dit chaque année que l'année a été particulière parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est moins bonne, etc. Donc, j'allais dire de nouveau que cette année était une année particulière. Si elle a été particulière, Romain, en quoi, d'après toi, elle a été particulière cette année ? Alors, comme tu le dis justement, hein, Sébastien, chaque année est unique et singulière. En réalité, il se passe toujours plein de choses et les années ont toujours des choses à raconter. Ce qui est spécifique sur 2021, c'est que contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, on a même dépassé les objectifs en termes de transactions, par exemple. Je reprends toujours depuis le début. 2019, année record, 980 000 transactions, on atteint presque le million, c'est super. 2020 arrive, le Covid, la crise sanitaire, et malgré ça, l'immobilier se porte bien, l'habitat est devenu une priorité chez les Français, le logement est devenu quelque chose de principal et on finit l'année en beauté malgré 3 mois d'arrêt complet, une incertitude quand même sur le devenir un petit peu des projets. Et puis quand le déconfinement arrive, le 11 mai dernier, les acheteurs sont là en masse et veulent vraiment un confort différent de ce qu'ils ont pu connaître, un retour sur les extérieurs, au contraire des pièces un peu plus grandes pour travailler à la maison. Le comportement vis-à-vis du logement a changé et donc les intervenants, les acteurs du logement, les conseillers immobiliers ont un rôle capital à jouer depuis l'année dernière. Et puis cette année, on nous avait prédit environ la même chose que l'année 2020. On était parti sur une base d'à peu près 1 million de transactions. Et on finit avec 20% de plus, 1 200 000 transactions. C'est une année record, en fait. Et c'est assez intéressant parce que on se rend compte que les prévisions, c'est une chose, et ce qu'on vit au jour le jour sur le marché, c'est autre chose. Alors, il y a un autre constat qui est très clair. Depuis à peu près 4 mois maintenant, on a un marché qui tourne au ralenti, qui s'explique d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs phénomènes, mais en réalité, comme on a réalisé à peu près 20% de ventes en plus des prévisions, il y a un marché qui vient stagner, et c'est tout à fait logique, c'est-à-dire qu'on a des cycles comme ça en immobilier, et puis comme on a eu un très très gros boom par rapport à ce qu'on attendait, il y a un ralentissement du nombre de ventes, il y a une prise de conscience aussi très forte de la part des Français de ne pas faire n'importe quoi, et plus que jamais le rôle du conseiller immobilier est bien important parce que la détermination du prix de vente et surtout dès le départ, dès la mise en vente du bien, c'est capital parce qu'on sait que les biens continuent de se vendre rapidement s'ils sont estimés au bon prix en tout cas. Et donc, les acquéreurs sont parfaitement informés du marché, même si je le sais, dans certaines régions, le curseur est difficile à placer. Qu'est-ce qu'un bon prix, finalement, qu'est-ce qu'un prix marché? Donc, plus que jamais, le rôle du professionnel est important par rapport à cette régulation vis-à-vis de tout ça. Mais l'année 2021 est bonne, les chiffres sont là. La part de marché des agents immobiliers aussi, on aura début 2022 la part réelle de pourcentage, mais on sait qu'aujourd'hui, environ encore 2/3 des ventes sont faites par les pros. C'est plutôt bien, même si de la part de ceux qui n'ont jamais connu l'expérience d'acheter et de vendre avec un professionnel de l'immobilier est encore assez flou. Il y a encore toujours, je trouve, une certaine opacité de nos métiers vis-à-vis de cette clientèle qui ne sait pas exactement qui nous sommes et comment nous travaillons. Et tout au long de l'année, moi, j'encourage vraiment les conseillers immobiliers à expliquer le métier, toujours raconter comment on travaille, parce que quand on explique, on n'a pas à justifier. Et quand on se justifie, on est déjà dans quelque chose face à un reproche, alors qu'il faut sans arrêt expliquer, comme on dit. Voilà. Ouais, Robin, raccord sur le constat que tu évoques sur cette année 2021. Et je voudrais revenir sur 2 points que tu as évoqués. On va revenir sur la situation un petit peu plus récente des 4 derniers mois depuis la rentrée là, que tu évoques sur cette stagnation. On dit ralentissement ou stagnation, ça dépend aussi des marchés. Donc, je voudrais qu'on regarde aussi, parce que Paris n'est pas les grandes métropoles, qui ne sont pas les zones plus rurales, etc. Donc, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Tu parlais du rôle de l'agent immobilier, du conseiller immobilier sur le prix et l'importance de la détermination du prix. Est-ce que tu penses qu'on a un rôle et qu'on peut avoir potentiellement un impact dans cette hausse des tarifs, des prix que l'on voit actuellement, où finalement, tu vois, on voit beaucoup de conseillers immobiliers qui se surprennent à voir des biens partir rapidement à des prix qui eux-mêmes leur paraissent très élevés. C'est-à-dire que tu vas estimer le truc à 300 000 €, le client va te dire non, mais moi j'en veux 325 et tu découvres que le mec a vendu en 48 heures à 325 alors que pour toi ça valait 300. Et on est dans une forme d'inflation où du coup la fois d'après quand tu vas prendre ton mandat tu vas te dire bon, ce coup-là peut-être que je me ferai pas avoir, je vais peut-être quand même le tenter à 325. Et en fait quelque part on joue le jeu finalement de la hausse des prix. À quel point tu penses que le conseiller immobilier peut avoir un impact sur l'évolution des prix, finalement collectivement l'impact qu'on peut avoir sur l'évolution des prix quand on joue le jeu finalement du marché? En réalité, tu viens de répondre, Sébastien, c'est-à-dire qu'on joue le rôle du marché, c'est-à-dire que personne aujourd'hui n'est capable de déterminer exactement un prix. Seul l'acheteur va faire le prix final en fonction de la rareté des biens et de la demande de plus en plus importante sur un bien très spécifique.
On sait que la maison avec jardin sur une agglomération proche d'une ville moyenne, c'est ce qui va partir toujours très vite. Et quand on estime le bien en fonction de sa surface, de son environnement, de ses prestations, de son état, de son année de construction à certains prix, finalement, prenons le problème à l'inverse. Je discutais avec justement un conseiller immobilier de ça il y a 2 jours et qui m'explique qu'on est face à une estimation et je lui demande de me raconter la façon dont il arrive à ce prix. Et donc, il me fait son avis de valeur et il me dit on arrive sur un prix moyen aujourd'hui concernant cette maison entre 480 et 500. Alors, je lui dis sur le fond, tu as certainement raison parce qu'en réalité, ça vaut sans doute pas plus que ça compte tenu de la surface, etc. Maintenant, regarde le problème à l'envers et demande-toi un petit peu combien d'acquéreurs potentiels sont intéressés par ce genre de bien et dis-toi que sur cette région, regarde ton marché théorique et regarde combien de maisons sont actuellement à vendre à moins de 500 000 € sur ton secteur. Il y en a 0. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu démarres à plus de 500 000 €, tu n'es pas dans quelque chose d'irréel parce qu'en réalité, ça correspond à une demande tellement forte que de toute façon, tu vas la vendre. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut quand même avoir une chose sûre, même si on ne connaît pas le prix exact, il faut connaître son marché. Connaître son marché, c'est connaître le nombre d'habitants, c'est connaître un petit peu la masse d'acquéreurs qu'il peut y avoir autour d'un bien théorique et de définir un prix par rapport à ça. Il y a beaucoup de théories appliquées sur des prix, mètres carrés, tout ça. Je pense qu'il faut avoir une vision plus globale et finalement de se dire par rapport à ce genre de bien, voilà la clientèle sur mon secteur que je peux avoir. Mais tout ça, évidemment, ça s'apprend avec le temps. C'est la raison pour laquelle j'encourage toujours les conseillers à se rapprocher des plus confirmés pour pouvoir avoir une vision un peu plus large de ce métier parce que déjà, on apprend toute sa vie et puis on apprend toujours énormément des autres. Donc, c'est ce que tu évoques là, c'est que l'estimation, c'est au moins autant une affaire de mathématiques que de psychologie et de sensibilité finalement à son marché. Oui. Et du coup, ça laisse beaucoup de place à l'intuition du conseiller immobilier. Comment on fait, alors c'était pas forcément le sujet du jour, mais je pense que ça va intéresser, comment on fait quand on est dans ces 2 premières années d'activité pour affiner cette intuition sur ce que je crois être bon pour mon client, ce que je crois être bon, le bon prix, etc., au-delà des informations mathématiques qui ressortent, dont on sait qu'en plus, sur des marchés très fluctuants comme ceux qu'on a actuellement, il y a de toute façon un décalage entre la data que l'on a du marché et la réalité à l'instant T. Eh oui, il y a toujours un décalage. De toute façon, de plus en plus, il y a un décalage parfois même d'1 an. Et aujourd'hui, ce qui se passe en 1 an est assez fulgurant. Donc, il faut avoir des réactions beaucoup plus récentes de ce qui se passe sur notre marché. Alors, on pourrait définir ça par quelles sont les qualités qu'un bon conseiller doit avoir. C'est un sujet que j'ai traité énormément de fois en conférence. Et c'est assez dingue parce que finalement, ce sont des qualités qui sont liées à la personne. C'est l'envie de s'informer. L'envie de se former d'une manière générale sur le marché dans lequel on est, mais de s'informer. La curiosité, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on fait ce métier et surtout quand on démarre. Quand on a des repères depuis 15 ans, 20 ans et qu'on connaît bien la ville dans laquelle on est, j'ai envie de dire que c'est presque un peu facile d'avoir un repère sur une ville comme où tu exerces, Saint-Sébastien à Nice. Tu vas savoir exactement dans le Vieux-Nice un petit peu quelles sont les demandes et quels sont les prix moyens pour un dernier étage d'un immeuble ancien. Mais quand on démarre et qu'on est novice, on a besoin d'avoir des repères et tout ça, c'est difficile. Donc, il faut aller s'informer, s'enseigner. On parle souvent de méthode de prospection. La prospection, c'est aller à la rencontre des gens, c'est aller voir les institutions, c'est regarder un petit peu quels sont les projets qui sont en cours, de voir un petit peu où se situe la demande par rapport justement à l'âge moyen des habitants d'une même ville. On a plein d'informations grâce à l'INSEE, à des choses comme ça. Et moi, j'ai vu des conseillers qui performaient rapidement parce que ce sont des gens qui sont curieux et ce sont des gens qui sont animés dans l'idée d'aller chercher l'information où elle se trouve toujours et de ne pas se contenter des datas, des données qu'on peut avoir comme ça de manière un peu globale, mais qui vont aller faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire aller fouiller et aller chercher l'information très très précise pour essayer de se démarquer. Parce que quand on est en rendez-vous, quand on fait une estimation et quand on va rendre un avis de valeur, il faut que le vendeur propriétaire sente qu'on a justement une plus-value différente à apporter à son client parce qu'on est capable de lui amener des informations dont lui ne dispose pas en fait. Parce que si on lui amène les mêmes choses qu'il peut trouver tout seul sur Internet, notre plus-value, elle est quand même assez limitée, tu vois. Clairement. On a plein de commentaires du coup. Alors, pensez bien à cliquer sur le lien dans le descriptif du live pour que je puisse afficher votre nom et que je sache qui s'adresse à nous. Alors, je triche avec le téléphone à côté, mais c'est pas dingue. Donc, Alexandra nous dit une belle leçon sur l'estimation en direct. David
Moiseau, salut David. C'est tout l'art de l'estimation d'avoir une approche multicritère. Et ensuite, on a des questions. Alors, on va rester sur les questions sur le prix, puis on a d'autres questions. Sur les questions sur le prix, on a Olivier Casado qui nous fait une bise. Donc, salut Olivier. On la lui rend à Olivier, qui nous dit quid, selon Romain, entre le prix d'un mandat simple versus le prix d'un mandat exclusif versus le prix d'un mandat off-market. Olivier exerçant sur plutôt une activité assez haut de gamme. Du coup, est-ce qu'il y a une différence de prix? Est-ce que la concurrence, du coup, liée au mandat simple a un impact sur le prix? Est-ce que le fait que ce soit off-market rend la chose d'autant plus rare qu'elle a un impact? Quel pourrait être l'impact de la typologie de mandat sur le prix? Alors là, déjà, tu vois, Sébastien, ça va être compliqué pour moi de répondre parce que ça fait bien longtemps que le mandat non exclusif, je ne le pratique plus. Et pour moi, travailler un mandat, c'est dans la maîtrise. Donc, si je n'ai pas la maîtrise et si je n'ai pas l'exclusivité du bien, je ne me sens pas capable de le vendre. Mais ça, c'est vraiment un discours que je tiens avec mes vendeurs, hein. C'est-à-dire que moi, je veux être capable de maîtriser le bien de A à Z sur la pub, le prix, les visites. Et je pense que le prix ne peut pas être tenu quand on est en mandat simple. Et je t'explique tout simplement pourquoi. C'est qu'on ne défend plus l'intérêt du vendeur. Bien sûr. Quand on est en concurrence avec certains de nos confrères aujourd'hui, on est incapable de tenir un bon discours. On va avoir envie de vendre rapidement le bien pour pas que ce soit l'autre qui le fasse. Et du coup, c'est au détriment du vendeur. Alors qu'en réalité, quand je fixe un prix et que je détermine un plan d'action marketing et commercial sur une base d'exclusivité, je vais tenir mes engagements parce qu'ils sont forts. Et du coup, je vais essayer de tenir mon prix aussi et je vais me permettre justement d'avoir un prix axé sur une demande, donc qui peut être un peu fort au départ, mais qui correspond vraiment à la demande, et de faire en sorte de le tenir parce que j'ai la maîtrise et je sais qu'il ne sera pas galvaudé un petit peu partout sur des annonces multidiffusées qui vont au contraire enlever de la visibilité au bien qu'on pense être beaucoup plus accessible quand il est multidiffusé, ce qui est entièrement faux. Ça, c'est le grand discours de l'exclusivité. Et là-dessus, enfin, c'est mon ADN primaire, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré dans le métier il y a bientôt, il y a trop longtemps. Mais du coup, on m'a toujours appris ça et c'est une des premières formations que j'ai faites il y a une vingtaine d'années. C'est quelque chose d'essentiel de comprendre ça et qu'effectivement, on ne peut pas tenir un prix, ni des engagements, ni la maîtrise du bien quand on n'est pas en exclusivité. C'est toute la difficulté après. On a Dominique Vincenti, que tu connais aussi, qui est sur Nice, qui est dans la salle d'attente chez le médecin, donc mais il nous écoute. Donc on espère qu'il va bien, Dominique, et que. Qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est ça. Ouais, je sais pas où il a traîné encore. Alors, on a des questions sur des questions de fond, notamment Bruno qui nous dit la part de 30%, 35% de PAP restante est-elle en évolution sur les dernières années et cette portion va-t-elle, à ton avis, fondre avec le temps ou remonter? Vu les infos nombreuses et variées que chacun peut trouver sur Internet. Donc, en gros, est-ce que ce niveau d'information de plus en plus élevé qu'ont les particuliers va avoir un impact sur notre part de marché ou pas? Et puis après, je te donnerai aussi mon ressenti. Très bonne question, très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors encore une fois, tous ceux qui vont dire dans 2 ans, ça sera comme ça, moi ça m'amuse parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans 6 mois sur notre marché. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que jusqu'en 2014, les amis, figurez-vous qu'il y avait autant de ventes qui étaient faites par les pros que par les particuliers. Et que finalement, ça fait moins de 10 ans seulement que la part des marchés augmente en faveur des agents immobiliers. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors pourquoi? Ça s'explique. On a de plus en plus aujourd'hui de moyens et d'outils pour promouvoir les biens et que rapidement, finalement, les particuliers se rendent compte que quand ils ne vendent pas leurs biens rapidement, ils se tournent vers un professionnel de l'immobilier. Il y a des statistiques qui sont très claires par rapport à ça. Si vous voulez, vous avez en France, et ça c'est une particularité très française, on a en France à peu près 65% des propriétaires vendeurs qui essaient de vendre tout seuls dans un premier temps. C'est-à-dire que voilà, ils vous font venir, ils vous demandent une estimation et puis parfois ils s'en servent et puis ils y arrivent. Ça représente aujourd'hui 30 à 35% des ventes. Et puis il y a tous les autres qui se disent j'ai reçu une estimation à 400 000 euros de mon appartement avec mon 2 pièces vue mer là à Nice, puisque vous avez une vue magnifique. Et puis finalement, il a entendu dire que le marché se portait bien, que tout partait très vite. Et comme il n'est pas pressé, il va se dire mon truc estimé à 400, je vais le mettre en vente tout seul 450 et puis on va voir ce que ça donne. Le truc, c'est que 400 000 était peut-être déjà une estimation un petit peu en haut du panier, qu'à 450, on change complètement de clientèle et puis qu'on peut trouver peut-être un 3 pièces pour ce prix-là. Donc, ça passe pas. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 semaines, notre particulier, quand il n'a pas vendu, malgré le fait qu'il ait reçu des visiteurs, mais c'est ce qu'on dit toujours, des visiteurs, c'est bien, des acheteurs, c'est mieux. Et quand il n'a pas vendu, vous en avez déjà 50% d'entre eux
qui vont arrêter la vente en PAP. Donc, votre rôle en tant que conseiller, ça je vous le dis, c'est de continuer de prospecter, même en 2021, bientôt en 2022, où tout est digitalisé. La pros, c'est la base du métier. Et quand vous en faites, vous arrivez à justement chercher des vendeurs, trouver des vendeurs qui, au départ, avaient bien mis en gros, en large, agence s'abstenir, c'est pas bien, j'en veux pas, nanana, et puis qui, au final, sont très contents de vous trouver. Donc, ça, c'est primordial aujourd'hui de continuer à prospecter. Donc, on peut supposer que la part de marché aujourd'hui des agents immobiliers va s'accroître dans le bon sens, encore que, restons prudents hein, de toute façon, parce que le marché, comme il est tendu, les biens se vendent quand même plus facilement. Mais preuve en est, quand on voit l'évolution du salon Rent, avec lequel on participe, Sébastien et moi, depuis des années, on voit l'engouement finalement quand on voit toutes ces startups, toutes ces entreprises qui proposent des solutions pour permettre aux professionnels de vendre et de proposer des services ultra qualifiés à leurs vendeurs. On peut supposer aujourd'hui que le rôle du professionnel va s'amplifier et que le particulier aura de moins en moins accès à des solutions qui lui permettront de proposer son bien avec une forme de commercialisation attractive, hein, surtout, hein, c'est ça. Le seul frein, effectivement, c'est celui que tu évoquais là, c'est quand on est sur des dynamiques de marché comme celles sur lesquelles on se trouve actuellement, où c'est compliqué d'expliquer à un vendeur qui pourrait mettre parfois un prix un peu délirant et vendre en 48 heures, qu'il a un intérêt à passer par un agent immobilier. Et de toute façon, il ne pourra jamais croire qu'il a fait une erreur en se passant d'un professionnel de l'immobilier, puisqu'il part toujours du principe qu'il a économisé les honoraires. Et il ne saura jamais, personne ne pourra jamais lui dire à quel prix il aurait pu vendre s'il était passé par un professionnel. Donc, il pense toujours de toute façon avoir gagné. Je voudrais qu'on revienne sur les dynamiques de marché actuelles. Alors, on a eu des commentaires. Il y a Guillaume, notre invité de la semaine dernière, d'Imofit, qui disait oui, c'est toujours l'acquéreur qui fixe le prix, mais il prêche pour sa paroisse d'enchères. Je voulais qu'on revienne sur la dynamique de marché actuelle. Tu le disais, depuis 3-4 mois, on constate un ralentissement, on constate un peu moins de demandes, on constate des acquéreurs un peu plus exigeants, on constate donc des délais de vente sur certains marchés qui commencent à se rallonger. Alors, je le dis pour les plus jeunes parmi nous, ne paniquez pas quand le bien n'est pas vendu au bout de 15 jours. Nous avons connu, Romain, moi et beaucoup d'autres qui sont en train de nous écouter, des dynamiques de marché où notre seul objectif, c'était de vendre avant la fin de la période d'irrévocabilité des 3 mois et c'était déjà beau quand on arrivait, nous ou nos équipes, à vendre en moins de 3 mois. Là, on est sur des dynamiques de marché où vous vous retrouvez face à des vendeurs qui vous appellent au bout de 15 jours paniqués parce que leur voisin a vendu en 2 jours l'année dernière et que du coup, eux, ça fait 15 jours et que c'est toujours pas vendu en vous disant « mais qu'est-ce que vous branlez, ça fait 15 jours que c'est pas vendu ». Donc, il va falloir faire œuvre de pédagogie sur le fait que septembre, octobre, novembre 2021 n'est pas juin 2020, qui n'est peut-être pas non plus juin 2022 d'ailleurs. Et donc, à ce titre, comment est-ce que vous pouvez améliorer cette pédagogie prix que vous allez faire auprès de votre vendeur pour lui expliquer les ressorts, le nombre de visites, le nombre d'appels, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'appel dans 10 jours, dans 15 jours, est-ce qu'on réajuste le prix, on ne réajuste pas le prix. Romain, sur ces dynamiques de marché, de ralentissement de marché, comment est-ce que toi tu vois les choses? On sait que depuis avant l'été, c'est le cas à Paris, on sait que c'est le cas depuis septembre dans les grandes métropoles françaises. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que sur l'ensemble du territoire, on ait malgré tout un léger ralentissement dans le courant de l'année 2022 accentué potentiellement par une année d'élection présidentielle. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, c'est quasiment certain. Aujourd'hui, on va avoir un marché de toute façon au ralenti pour plusieurs raisons. Tu l'as dit, année présidentielle, il y a toujours un attentisme général quand c'est les élections. Alors, pourquoi? On ne sait pas trop, parce que ça ne va rien changer au fond, sauf un truc important, c'est la loi de finances qui peut amener des changements, notamment sur l'aspect dispositif, investissement locatif, loi Pinel, etc. Donc là, ça peut amener quelques bouleversements, on va dire, mais sur le fond, le logement, ça reste prioritaire. Les gens auront toujours besoin de changer de région, ils vont continuer d'avoir des enfants, d'évoluer, de partir en retraite, de se séparer, de se marier, bref, donc tout ça va continuer. Après, la seule chose, c'est qu'il va falloir éduquer. Je dis bien éduquer nos vendeurs par rapport à ça, qui eux n'ont pas le retour aussi frais qu'on peut avoir nous et qui continuent de penser qu'effectivement les biens aujourd'hui se vendent en claquant des doigts. Tu sais, il y a 2 ans, par exemple, un 3 pièces haussmannien à Paris, c'était un des biens les plus demandés, il n'y en avait pas. Et quand il sortait, il y avait 10 acheteurs en 24 heures. Quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe sur la même typologie de biens sur Paris, tu te rends compte qu'il y a de l'offre et que ça ne se vend pas aussi bien que ça. Donc, ça continue de se vendre, mais il va falloir vraiment avoir une attitude très responsable vis-à-vis du vendeur et de le mettre face à cette réalité de marché pour qu'il comprenne qu'un prix est primordial aujourd'hui en fonction de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de la demande. Donc, on peut supposer qu'effectivement, sur 2022, on est un peu la même
le même schéma sur les provinces classiques, sur les autres biens. Il y a des biens quand même qui vont avoir un impact toujours très fort. Hein. Je pense à la maison et son jardin qui va être proche, tu sais, à moins de 10 km d'une agglomération assez forte. On peut supposer qu'aujourd'hui, ça reste le bien phare et qui va continuer d'avoir une attraction particulière parce qu'on est encore marqué par ce besoin d'avoir un retour un petit peu à l'extérieur et d'avoir justement cette autonomie vis-à-vis d'un éventuel passage à des confinements successifs qu'on a connus. Donc voilà, ce genre de choses est très important à prendre en compte. C'est pour ça qu'il va falloir éduquer les vendeurs sur le prix et c'est ce que je dis toujours quand on est en rendez-vous avec un client. Il ne suffit pas de poser le cartable sur la table et de raconter qu'on est les meilleurs et qu'on travaille vachement bien en exclu, mais c'est aussi de discuter avec le vendeur. Alors évidemment, on ne va pas faire un cours sur la découverte client parce qu'on n'est pas là pour ça, mais au-delà de la découverte, c'est aussi d'éduquer son vendeur sur ce qui se passe sur le marché. C'est pour ça que quand je dis soyez curieux, intéressez-vous, renseignez-vous, quand on parle de chiffres, quand on parle de pourcentage, de part de marché, c'est de lui dire à ce vendeur, voyez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la majorité des transactions sont faites par les pros et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà le parcours du client acquéreur. 9 sur 10 sont sur Internet. Voilà ce qui se passe quand ils sont sur Internet. Voilà leurs réactions. Voilà ce qu'ils écartent. Donc, tout ça va leur montrer finalement que ce qu'on est en train de leur dire, eux, ils ne sont pas capables de le faire parce que c'est un métier et c'est votre métier. Et je crois que cette notion justement d'explication, elle est très forte, mais elle doit sans arrêt nous animer. Je voudrais qu'on parle des acquéreurs et il y a Sybille qui me tend la perche en disant que pensez-vous des recherches de biens en mandat exclusif, donc des mandats de recherche exclusifs pour des vendeurs acquéreurs, des acquéreurs qui seraient également vendeurs, qui pourraient être une des grandes évolutions de notre métier, nous dit Sybille. Et ça m'amène au sujet des acquéreurs. Tu vois, on a également Sébastien qui nous dit c'est ralenti en Bretagne aussi depuis 2-3 mois. Et donc, j'apprends. Je ne vais pas citer les structures, sur Paris, sur Rennes, j'ai entendu en formation ces derniers temps, on s'est remis à faire des découvertes acquéreurs. Wow, c'est cool, on avait arrêté de le faire, donc c'est bien parce que ça remet l'église au milieu du village, comme on dit. Parlons des acquéreurs, du coup, dans ces dynamiques de marché où les choses se tendent un petit peu. Comment est-ce qu'on peut mieux traiter les acquéreurs et donc répondre aussi à Sybille à travers ça sur le mandat de recherche exclusif? J'ai envie de dire, Sébastien, comment doit-on mieux traiter? C'est pas comment est-ce qu'on doit, c'est qu'on se doit de les traiter mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a mis de côté l'acheteur au profit du vendeur parce qu'on n'avait rien à vendre et on s'est dit, dès qu'on aura le mandat, l'acheteur va venir tout de suite. Alors, c'était pas faux, sauf que du coup, l'acquéreur, il s'est senti complètement désemparé dans un marché ultra tendu où personne s'occupe de lui et où devait faire le travail de l'agent immobilier, en fait. Donc là, ça se retourne, effectivement. Et une chose est sûre, on dit, pourquoi il y a moins de vendeurs qu'avant? Alors, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. C'est qu'il y a déjà d'une part un peu plus d'acquéreurs qu'avant, mais il y a surtout autant de vendeurs qui sont potentiellement ce que j'appelle en sommeil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont eux-mêmes acquéreurs d'un bien. Exactement. Et il y a quelques années, on avait le phénomène, je suis vendeur et acheteur, donc ce que je fais, c'est que je mets en vente en même temps que je recherche. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est que vous avez des vendeurs potentiels qui se disent « je vais d'abord trouver mon futur bien, puis quand j'aurai trouvé, je vendrai derrière ». Donc, ce sont des gens qui ne sont pas apparus sur le marché comme ça, qui ne sont pas ressortis en tant que demandants. Et donc, ça déstabilise le marché, ce qui crée aussi une hausse des prix parce que ça crée de la rareté. Ça crée la pénurie. Mais il ne faut pas oublier que justement, aujourd'hui, parmi nos acquéreurs, quand on fait une découverte, c'est-à-dire que quand je parle de découverte, on ne passe pas juste la question quel budget avez-vous, hein. La découverte, je l'ai traitée l'année dernière quand j'ai fait l'enquête, tu sais, avec Opinion System sur les vendeurs d'élite. Yes. Je peux te dire qu'on s'est intéressé à la façon dont les meilleurs négociateurs de France posaient les questions. Et on s'aperçoit qu'une découverte client, c'est un véritable entretien, c'est un dialogue. En fait, on s'intéresse à la personne, puis quand on s'intéresse à la personne, on se rend compte qu'on obtient énormément d'informations, évidemment. Donc, c'est une quinzaine de questions qui nous permettent de savoir plein de choses, mais surtout qui nous permettent de savoir aujourd'hui que beaucoup de nos acquéreurs sont des vendeurs potentiels. Donc, ça veut dire que demain, quand je fais bien le job, sur cet acquéreur, je peux potentiellement me positionner pour un futur mandat. Et aujourd'hui, ma grande philosophie de pensée, en tout cas, ça fait déjà quelques mois que je l'applique, c'est faisons moins, mais mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup de clients à gérer, beaucoup de prospects acquéreurs à identifier. Eh bien, je vous invite vraiment à faire une relation particulièrement intense avec votre acheteur, dans le sens où si ce dernier ne peut pas vous donner les informations que vous souhaitez obtenir, eh bien, effectivement, il va falloir choisir vos acheteurs. Il vaut mieux en avoir moins, mais que ce soit des acquéreurs ultra qualifiés, plutôt que d'avoir dans nos CRM des centaines d'acheteurs potentiels alors qu'on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils sont qualifiés, etc. Donc, la grande tendance, c'est de dire
faites des découvertes qui soient hyper qualifiées pour que demain, vous arriviez sur des aboutissements de projets ultra, justement, faits à l'arrivée avec de bonnes bases, parce que c'est comme ça que vous allez bien travailler. Je vous invite vraiment à faire ce travail d'éducation, comme disait Romain tout à l'heure, au sujet de ces acquéreurs-vendeurs. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec nos membres. C'est à un moment donné, un acheteur-vendeur, il a deux options. Il achète avant de vendre, il vend avant d'acheter. Et pour chacune de ces options, il y a d'autres sous-options. Je vais habiter chez mes beaux-parents, je pars en location, je fais un crédit relais. Enfin, il y a plein d'options possibles en fonction du cas de figure. Et c'est notre rôle d'exposer ces différentes options à cet acheteur-vendeur et les avantages et les inconvénients de chacune de ces options. Et il y a des avantages et des inconvénients à aller vivre chez ses beaux-parents ou à faire un crédit relais. Mais c'est notre rôle, en tout cas, d'expliquer ça à l'acquéreur-vendeur pour lui permettre de faire le meilleur choix pour lui. Et le choix sera différent en fonction du profil de client. Mais c'est notre rôle d'expliquer. Et j'ai eu un cas récemment avec Julien, je crois que Julien est là, où il a expliqué les ressorts du crédit relais de manière intelligente et pédagogique à un client qui lui a dit, mais l'agent immobilier qui s'occupe de la vente de ma maison ne nous a pas expliqué tout ça et pas aussi bien que ça. Et du coup, on a fait des choix qui n'étaient peut-être pas les bons choix pour nous. Donc, c'est vraiment important que vous fassiez ce travail pédagogique-là. Je reviens sur le crédit relais ou la vente longue. Voilà, Sybille nous parle de vente longue. Enfin, peu importe, des options, il y en a plein. Et c'est notre rôle d'exposer toutes ces options à notre client. Et sur le crédit relais, Romain a connu ça aussi. Et je me souviens très bien dans les années 2011, 2012, 2013. Enfin, on avait quand même beaucoup de clients qui contractaient des crédits relais, alors qu'à l'époque, les taux étaient à 4, 4,5 et qu'on mettait 3 mois à vendre un bien immobilier. Aujourd'hui, vous avez des taux à 1% et des biens qui se vendent en 3 jours. Ça peut être une option, parmi d'autres, encore une fois, pour un client, pourvu qu'on la lui explique bien et qu'on le fasse dans son intérêt à lui. Bien sûr, Sébastien, c'est le problème des croyances limitantes et la peur aussi d'être intrusif quand on pose certaines questions à un client, alors qu'en réalité, ce client, quand il va à sa banque ou chez son courtier pour faire un financement, il va devoir fournir tout un tas d'éléments relatifs à sa personne, à sa situation familiale, professionnelle et financière. Il en est de même pour nous. Aujourd'hui, moi, quand j'ai un mandat, je dois protéger les intérêts de mon vendeur et avant de lui amener à quelqu'un, je veux savoir qui il est, évidemment l'identité, mais son financement. Tout ça, ça passe par quelque chose d'extrêmement simple. Il faut oser poser les questions et oser aussi lui proposer des alternatives. La plus-value qu'on amène aujourd'hui en tant que professionnel, c'est de pouvoir proposer une solution à un client auquel lui-même n'a jamais pensé. Alors, pour un acheteur, c'est arriver à l'amener sur un bien différent de ce qu'il a pu imaginer et puis de se rendre compte que ça matche parfaitement bien parce que compte tenu, je ne sais pas moi, de l'âge de ses enfants ou de sa profession, vous savez que le bien qui est le mieux situé pour lui, c'est peut-être pas le secteur qu'il vous a donné, et c'est d'évoquer ça avec lui tout simplement. Les vraies plus-values, elles sont là. C'est quand un client vous dit mais merci parce que Sybille m'a trouvé la maison de mes rêves et jamais j'aurais pensé habiter ici un jour. Voilà, ça c'est la chose, si vous voulez, c'est là la plus-value du conseiller immobilier, c'est d'arriver à proposer des alternatives qui soient toujours très cohérentes avec le projet du client. Il ne s'agit pas de lui proposer quelque chose d'opposé à ses besoins, mais de savoir, en fonction de son profil, un petit peu quelle solution la mieux adaptée lui ira. Donc ça, le profil, ça se détermine dans la découverte. C'est un vrai jeu, mais ça, c'est de la formation. Hein. Sébastien et moi, on peut vous aider. C'est par les couleurs, c'est par les méthodes, etc. On arrive à profiler un petit peu les clients. Et ça, c'est génial. Quand vous faites ça, ben, demain, vous êtes reconnu comme celui qui a été capable de. Et demain, c'est comme ça que vous êtes reconnu aussi et que vous avez de la notoriété, etc., etc. Voilà. Je vous propose de nous poser une dernière question ou de vos derniers commentaires maintenant parce que j'ai promis à Romain de le libérer en temps et en heure. Je vois déjà qu'il lève les yeux au ciel parce qu'il faut déjà enchaîner. Donc voilà, à vos commentaires, à vos dernières questions. Vraiment, je vous invite vraiment à vous ouvrir l'esprit, à être curieux sur ce qui vous attend en 2022. 2022 ne sera pas 2021, qui n'était pas 2020. On a démarré par ça tout à l'heure en disant que chaque année était exceptionnelle. Préparez-vous aux différents scénarios possibles. Et si vraiment le marché venait à se ralentir, comment est-ce que vous pouvez rééquilibrer votre activité en vous occupant mieux d'acquéreurs, en allant identifier les acheteurs-vendeurs, etc. Ouvrez-vous l'esprit par rapport aux différentes options qui s'ouvrent en 2022. On n'a pas répondu vraiment sur le mandat de recherche. Alors, le mandat de recherche, je vois qu'il y a une question qui arrive. C'est une bonne question, Stéphanie. Le mandat de recherche, ça te permet d'amener des acquéreurs qualifiés sur un bien sur lequel, par exemple, tu n'es pas encore mandaté. Tu as fait une estimation il y a quelques mois et puis tu sens que ce bien ne va pas arriver à la vente peut-être avant le printemps prochain, mais tu sais que ton acquéreur d'aujourd'hui peut avoir le profil. C'est de dire à ton vendeur que ponctuellement, tu peux effectuer une visite s'il est d'accord avec le prix que tu as déterminé, avec le mandat de recherche de ton acheteur qui t'a signé. Et puis, dites-vous bien un truc, les amis, c'est que grâce au mandat de recherche, si vous avez affaire à un acquéreur qui est potentiellement vendeur de son bien, s'il vous voit travailler de cette façon et qu'il vous voit faire le job d'une manière impeccable, il aura peut-être envie de travailler avec vous par la suite. Et puis, dernière chose, grâce à ce mandat de recherche, aujourd'hui, vous avez fait visiter le bien sur lequel vous n'êtes pas mandaté.
Là aussi, votre vendeur vous a vu à l'œuvre, il a vu la façon dont vous avez fait visiter le bien, puis il a surtout vu la façon dont vous avez fait le rendu de la visite. Et quand il devra choisir justement son partenaire le jour où il sera décidé de mettre en vente, eh bien, c'est sans doute vous qui l'ira voir parce que c'est vraiment la façon de faire qui aura été mise en avant grâce à votre attitude et tout le reste. Voilà. Romain, merci infiniment pour ces 35 minutes passées ensemble. C'est toujours trop court, mais merci. Merci pour l'invitation, Sébastien. C'était vraiment cool. Effectivement, je pars sur un webinar. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, évidemment, plein de bonheur. Protégez-vous, prenez soin de vous. Et puis surtout, dites-vous bien que 2022, même si c'est un peu plus compliqué, même si c'est au ralenti, on aura toujours besoin des vrais professionnels pour encadrer les prix d'une part et accompagner au mieux les acquéreurs à trouver leur futur logement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite, les amis. Salut. Merci beaucoup, Romain. Merci à tous de votre présence. Je vous retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblement. On se retrouve dès le mardi 4 janvier. J'ai plein d'invités déjà dans les starting blocks pour janvier, notamment des solutions technologiques comme Casafari, comme Billy.emo, plein de choses très intéressantes à vous partager lors de ce retour de l'Expresso de Rassemblement. Passez de très, très belles fêtes. Romain vous a déjà tout dit. On se retrouve très, très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.